Bienvenue chez Patrick. On est chez Patrick. Bonsoir chers auditeurs de Gabon News FM, bienvenue dans votre émission d'entretien avec des grands invités. Aujourd'hui c'est Nicolas Nguema qui est chez Patrick. Pour les auditeurs, Nicolas Nguema est l'ancien 4e vice-président de l'Union et Solidarité de Jean de Dieu Mukani Ouangou. Après avoir donc claqué la porte de ce parti politique suite à l'entrée au gouvernement de Mukani Ouangou, il est aujourd'hui membre fondateur de Pour le Changement. Bonsoir monsieur Nguema. Bonsoir monsieur Patrick. Alors nous savons que vous avez modifié légèrement votre calendrier du jour pour être dans notre studio et on vous en remercie. Première question, comment vous vous portez et comment se porte votre jeune formation politique? Eh bien, notre formation politique se porte très bien, jeune formation, mais en pleine croissance, beaucoup d'effervescence, car le chantier est grand et le chantier est dynamique. Nous sommes en pleine campagne d'adhésion pour faire connaître le parti et l'implanter sur l'étendue du territoire progressivement. Alors nous allons un petit peu parler de vous. Comment arrivez-vous en politique? Est-ce en 2016 en créant l'association Tini ou c'est plus récent que ça? Non, c'est exactement ça, effectivement. C'est en 2016 que je rentre officiellement en politique et que je crée effectivement mon association Tini avant de créer mon autre association Stop Pillage et que je commence à poser certaines actions que j'estimais nécessaire pour notre pays. Stop Pillage, pourquoi? Écoutez, moi j'ai une formation de banquier et donc tout ce qui est chiffres, finances, ça m'intéresse et j'étudie beaucoup nos lois de finances et en voyant certaines énormités dans les lois de finances, notamment dans le budget d'investissement, j'ai trouvé utile de créer Stop Pillage pour dénoncer des détournements de lignes budgétaires visibles qui étaient là devant nous dans nos lois de finances, surtout dans les budgets rectificatifs, donc notamment pour la construction de la cour de justice, où j'ai constaté qu'entre 2006 et 2014, la construction de cet édifice au bord de mer était remplie de détournements massifs et plus que honteux lors de ces travaux. Vous avez déposé une plainte, on s'en souvient, avec Jean de Dieu Mukani Ouangou, Marcona et Sangui. Exactement, ouais. Exactement. Après avoir fait l'étude justement de ces lois de finances, j'ai proposé à Marcona et Sangui et à Monsieur Mukani Ouangou de s'associer à moi pour porter cette plainte, parce que j'étais sûr de moi. Plainte contre Marie-Madeleine Boronchou. Oui, voilà. Oui, bien sûr, parce que j'étais sûr, j'ai constaté des budgets d'investissement hors proportion. J'ai constaté, je vous prendrai un autre exemple vite fait, un immeuble était loué à la Sablière par la Cour constitutionnelle, bon, un immeuble qui lui appartient. Déjà, on est dans du délit d'initié, et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il va falloir créer une loi sur le délit d'initié, qu'elle revend en 2011 à l'État gabonais. En 2010, à l'État gabonais, elle revend cet immeuble. Mais vous voyez que dans la loi de finances 2011, elle continue à percevoir des loyers de ce même immeuble qui a été racheté par l'État gabonais. Si ça, c'est pas se moquer du peuple gabonais, j'aimerais bien qu'on m'explique. Et quelle est l'issue de cette plainte? La plainte est toujours en cours. La plainte a été déposée à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous savions que nous n'aurions pas de suite. La plainte a été déposée au niveau du tribunal. Le tribunal nous a répondu qu'il fallait que... La plainte n'a pas été rejetée, que la cour criminelle spéciale ou la haute cour de justice à l'époque soit mise en place pour que ce dossier soit traité. Ouais. Nous attendons. Nous verrons. D'accord. Mais croyez-moi que nous ne laisserons jamais tomber. D'accord. Alors on va parler un tout petit peu du séisme qui a touché l'Union et Solidarité, donc le parti Union et Solidarité qui est dirigé par Jean de Dieu Mukani Ouangou, qui a connu donc un léger séisme en son sein, qui avait provoqué donc le départ de certains cadres, dont vous. Peut-être nous parler un peu de cet épisode quand on sait que toute séparation est quand même douloureuse.
Oui, effectivement, toute séparation est quand même douloureuse. Je pense que c'est plus l'aspect humain qui est douloureux, mais pas l'aspect politique. Non, du côté de l'aspect politique, il n'y a aucune douleur de mon côté parce que moi et mes camarades qui avons décidé de quitter l'US, pour nous, il n'y avait pas d'autre alternative. C'était la seule chose à faire. Nous disions être un parti d'opposition radicale. Je ne vois pas pourquoi nous rentrerions au gouvernement. Enfin, le président de notre parti se permettrait de rentrer au gouvernement en nous donnant des motifs fallacieux et des explications boiteuses. Par le vide institutionnel touchant l'Assemblée nationale, qui oui. de facto rompt le clivage traditionnel majorité-opposition, et donc la composition du gouvernement n'est plus l'apanage de la seule majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a plus de majorité. Très cher Patrick, je tiens à vous dire que chaque jeudi, je crois, le Conseil des ministres, chaque mardi, c'est bien à Ali Bongo qu'il rend des comptes. Donc, cette tambouille, cette salade institutionnelle qu'on essaye de balancer aux gens pour justifier l'injustifiable, selon moi, ne prend pas. Et personnellement, je ne pouvais pas m'associer à ce genre de choses. Il a dit l'exécutif est bicéphale, il y a le président de la République, il y a le gouvernement. Nous avons toujours un Sénat, il me semble. Et au Sénat, il y a toujours une majorité et une opposition. Donc, bien sûr que non. Et ce gouvernement, c'est bien le gouvernement Isozé Ngodé. Jusqu'à preuve du contraire, Isozé Ngodé a une coloration politique bien définie. Premier ministre, membre du PDG. Donc, soyons un peu sérieux à un moment donné. Qu'est-ce que vous reprochez précisément à votre président, à votre ex-président, puisque lui-même dit « je n'ai pas renoncé à mon combat et à mes convictions ». Non, personnellement, je ne lui reproche rien. Politiquement, je le lui reproche bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel Gabonais lambda ne tolérerait pas cette attitude-là. Un politicien, pour moi, doit être exemplaire. Et l'exemplarité aurait commandé que nous refusions tout partage du pouvoir avec ce pouvoir usurpateur. Parce qu'il faut dire une chose et une seule chose, nous avons un tricheur à la tête du pouvoir. Alors, ce petit jeu de qui perd gagne, moi je ne mange pas de ce pain-là. J'estime qu'il faut être sérieux, surtout quand on parle de la chose publique, aussi bien politique qu'administrative. Aujourd'hui, nous voyons bien que rien ne fonctionne. Nous avons un pays qui produit 230 000 barils de pétrole par jour, mais une dette qui ne cesse d'augmenter. En 2009, lorsque M. Ali Bongo prend le pouvoir, la dette est de 1 000 milliards. Son père la laisse à 1 000 milliards. Il jouit des plus belles années du pétrole gabonais entre 2008 et 2014, quand le baril de pétrole dépasse les $100, du jamais vu dans l'histoire du pétrole gabonais et mondial. Mais il est capable de nous creuser une dette publique en 2016 qui atteint les 4 800 milliards. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Nous avons une dette publique égale, pratiquement égale à celle du Cameroun qui a 22 millions d'habitants. Mais enfin, où allons-nous ? Et des promesses et des promesses et des promesses, mais rien n'est fait. Alors, on ne peut pas me convaincre que quand il y a la chute du prix du baril de pétrole, que le Gabon est dos au mur parce que ses dirigeants n'ont pensé qu'à chanter pendant 10 ans, à faire la fête, que les choses vont aller mieux. Non, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et s'opposer, continuer à s'opposer. Mais le gouvernement également a récemment annoncé certaines mesures visant l'assainissement des finances publiques. Comment vous appréciez ces mesures dans votre formation politique, le PLC ? Écoutez, nous on a dénoncé ces mesures d'austérité prises en catimini, sûrement autour d'une coupe de champagne. Vous parlez d'austérité ? Oui, bien sûr. D'accord. Ce sont des prises de décisions qui ont été faites en catimini, selon moi, parce que c'est des décisions très importantes qui doivent se prendre normalement, pour moi, à l'Assemblée nationale. Mais là, ça n'a pas été le cas. On a imposé du jour au lendemain des mesures d'austérité. Pourquoi ? Parce que le Gabon, aujourd'hui, à cause de ses dirigeants, est devenu un pays mendiant. Ils sont allés demander un prêt de 642 millions de dollars au FMI. Une première tranche leur a été payée l'année dernière de 100 millions de dollars, donc l'équivalent de pratiquement 58 milliards. Mais la particularité de ce prêt,
de 642 millions de dollars, c'est qu'il était assujetti à un protocole d'accord. Ce protocole d'accord, ce n'était plus comme avant, où on allait demander au FMI de l'argent et il le donnait sans rien vérifier. Aujourd'hui, ils ont vu le manque de crédibilité des acteurs politiques de notre pays. Alors, ils ont conditionné leur prêt à un protocole d'accord. En conditionnant ce prêt à un protocole d'accord, la première tranche qui a été versée de 100 millions de dollars, ils devaient voir l'utilisation de ces 100 millions de dollars. Mais bien évidemment, comme d'habitude, l'utilisation n'a pas été faite de façon correcte et par rapport aux engagements qu'ils avaient pris avec le FMI qui reste une banque, quoi qu'on en dise. Donc, ils se sont retrouvés dos au mur, obligés de prendre du jour au lendemain des mesures drastiques pour essayer de rattraper le coup et avoir la deuxième tranche de ce prêt. Pour moi, c'est totalement inadmissible. Les fonctionnaires fantômes, les démasquer, c'est pas mauvais. Alors les fonctionnaires fantômes, parlons-en. Parlons-en des fonctionnaires fantômes. Il me semble qu'il y a eu un recensement au niveau de la fonction publique en 2010, mais qu'il publie le bilan de ce recensement de 2010 ou 2011, j'ai oublié. Les fonctionnaires fantômes... Par le 6500. Je vous assure que sur ces 6500, je prends le pari avec vous, Monsieur Patrick. Je reviendrai ici dans quelques mois et nous nous rendrons compte que finalement, il y en avait moins de 250. Le ministre a dit qu'il y en a même plus. Et vous savez pourquoi? Parce que, aujourd'hui, je vous prendrai des exemples très palpables. J'ai des parents, des amis qui sont dans la fonction publique, mais qui n'étaient pas là pendant cette période de recensement, de mise sous bon de caisse, qui n'étaient pas là, qui étaient en voyage pour X ou Y raison. Il y en a qui sont sous bon de caisse à Libreville, mais qui sont en fonction à l'intérieur du pays. Il y avait une période réservée pour les réclamations mais bon, après, qui avaient été ouvertes. Mais chacun a ses priorités, chacun a ses responsabilités familiales et professionnelles. Donc, c'est bien évident que sur les 100 000 fonctionnaires que nous avons, tout le monde n'a pas pu venir effectuer ce déplacement et faire son travail, son travail, venir se présenter à la queue leu pour récupérer son bon de caisse. Est-ce que quand on est dans l'opposition, tout ce que le pouvoir fait est mauvais? Non, pas du tout, mais l'un des principes républicains veut que le pouvoir soit là pour gouverner et l'opposition pour s'opposer. C'est un principe républicain, on ne le changera pas. Si nous sommes dans l'opposition, c'est qu'effectivement, nous trouvons qu'il y a beaucoup à redire. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait sciences politiques ou polytechnique pour voir que les personnes qui dirigent ce pays sont des incapables, voire des délinquants. Aussi simplement que ça. D'accord. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent que après donc notre entretien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à notre invité qui est dans notre studio. Nous allons donc évoquer la question des législatives. Vous avez déclaré: je serai député au premier siège du premier arrondissement de Libreville où je vis actuellement, où j'ai grandi. Quelles sont vos chances dans ces législatives, Monsieur Nicolas Nguema? Personnellement, je suis très confiant. Je suis très confiant et cette campagne qui va bientôt commencer, mais qui en fait a déjà commencé depuis un certain temps, s'annonce vraiment très enrichissante pour moi politiquement, car la politique que nous avons choisi de faire au PLC, c'est une politique de proximité. C'est une politique basée sur l'humain, sur les rapports, sur l'échange, l'interaction avec nos concitoyens. Et le fait d'être tous les jours au contact de nos concitoyens, vous nous retrouverez jusqu'à dans leur cuisine. Nous comprenons la situation du pays. Nous la vivons d'ailleurs, nous aussi. Et je pense que le Gabonais a un profond besoin de changement. Le Gabonais de tous bords, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Parce qu'on ne naît pas pédégiste ou on ne naît pas opposant. On est tous Gabonais, c'est vrai. Mais la soif de changement est telle que le message que le PLC véhicule, les valeurs que le PLC véhicule, font en sorte que nous sommes une alternative crédible, non seulement à l'opposition traditionnelle, qui s'est un peu trop fourvoyée ces 30 dernières années,
mais bien évidemment au pouvoir en place. Donc je pense que la campagne qui s'annonce sera plus que, je dirais pas facile, mais sera plus que intéressante, on va dire. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le Gabonais ne se reconnaît plus, je pense, aussi bien dans les partis d'opposition traditionnels que dans la majorité. Donc beaucoup de gens se disent pédégistes, mais c'est juste de façon, j'ai envie de dire, je demandais tout à l'heure quelles sont vos chances, parce que le premier arrondissement, quand même, on sait qu'il y a des dinosaures entre griffes dans cet arrondissement. Alors, comment vous arrivez là et vouloir bousculer déjà une hiérarchie qui est déjà implantée? Non, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie déjà implantée. Je ne sais pas de quel dinosaure vous faites, à quel dinosaure vous faites allusion. Je n'en connais pas. Le parti au pouvoir qui va forcément, qui investit tous les 143 sièges. Et oui. On sait qu'à ces sièges-là, il y aura forcément... Ben, croyez-moi que le parti au pouvoir s'interroge énormément sur leur candidature sur le premier siège à cause de moi. Donc, croyez-moi que le parti au pouvoir est en totale perte de vitesse sur le premier siège du premier arrondissement. Et croyez-moi que le parti au pouvoir ne gagnera pas le premier siège du premier arrondissement de la commune de Libreville. Ça, je vous le garantis. Vous avez commencé à vous plaindre, on vous a suivi, vous parlez d'enrôlement, et vous avez dénoncé un certain nombre d'irrégularités au cours des enrôlements. Paradoxalement, Monsieur Patrick, j'ai commencé à me plaindre sur l'enrôlement, mais cela ne concernait même pas le pouvoir en place. Cela concernait l'opposition. Parce que j'ai vu que certains collègues de l'opposition s'adonnaient à cette pratique archaïque qui consiste à faire monter des jeunes Gabonais dans des bus pour aller les enrôler comme de vulgaires bœufs. Et je trouve que ce n'est pas respectable et ce n'est pas respectueux de nos concitoyens. Les traîner dans cet état de mendicité. Et parler de mendicité, on peut aider un compatriote qui a envie de se rendre, par exemple, dans sa province pour s'inscrire. Non, Monsieur Patrick, il faut responsabiliser les gens. Je ne vais pas aider un compatriote à aller exercer son devoir civique. Des gens sont morts pour qu'on ait ce devoir civique, Monsieur Patrick. À travers le monde, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. En Amérique, pour avoir ce droit de vote, alors quelqu'un va être disposé à dépenser de l'argent pour boire de l'alcool ou pour s'acheter des habits, mais pas pour aller s'enrôler. Pourquoi? Parce que nous avons fait de certains Gabonais, je dis bien certains parce qu'ils deviennent de plus en plus rares, des irresponsables. Et moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je n'ai pas à payer quelqu'un pour aller se faire enrôler. C'est une responsabilité personnelle. Ah. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Quel est le constat réel qui vous amène à prendre cette décision de vous présenter dans le premier arrondissement et pas dans un autre arrondissement? Ben, je suis issu du premier arrondissement, du premier siège. J'ai grandi là. Je suis né là. Bon, c'est vrai que ça ne veut rien dire. Mais c'est l'arrondissement qui m'a vu grandir, où je me sens bien, où j'ai mes attaches. Donc je me dis... ça veut dire que le député, le député qui était là avant vous, avant que vous ne décidiez de vous présenter, travaille normalement, puisque vous vous sentez bien dans ce premier arrondissement. Non, pas du tout. Je m'y sens bien. Pourquoi? Parce que j'ai grandi là, j'ai mes amis, j'ai mes parents, mais ça ne veut pas dire que le travail du député a été bien fait. Je pense que le travail du député qui était là avant moi a été très mal fait. Ne serait-ce que juste par le fait qu'il ait continué cette mandature après 2016. Un député responsable aurait tout simplement démissionné, car c'est quand même quelque chose d'invraisemblable de voir aujourd'hui un pays d'Afrique au XXIe siècle qui se retrouve sans Assemblée nationale ou avec des députés hors délai, des députés périmés. Mais c'est une honte pour la nation. Ce monsieur a participé à ça, bien évidemment. Ce monsieur a participé à la révision constitutionnelle. Et j'en passe. Et des lois abjectes au service toujours d'un système. Donc pour moi, il n'y a aucune crédibilité à accorder à ce type d'acteurs politiques.
Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez désormais nous appeler donc au 06 21 91 16 06 21 91 16. Il y a également notre plateforme WhatsApp. Vous pouvez nous faire parvenir vos messages, des questions à l'endroit de Nicolas Nguema qui est dans notre studio via le même numéro, donc 06 21 91 16. Il faut avoir plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 72 sièges minimum. Pensez-vous que l'opposition actuelle sera à même de réaliser cet exploit? Est-ce que vous croyez en la chance de l'opposition, aux chances? Comme je vous l'ai dit, M. Patrick, moi je base ma politique sur la sincérité, sur la crédibilité et sur l'intégrité. L'une des valeurs cardinales du PLC, c'est l'intégrité. Je vais vous répondre en toute franchise. Je pense qu'effectivement, nous avons des chances d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que si nous n'avions pas de chance, ces élections, je pense qu'elles auraient eu lieu depuis un bon moment. Nous sommes déjà à 2 ou 3 reports de cette élection. Il y a un véritable pilotage à vue du pouvoir en place. Et ce constat me conforte dans la position, dans l'idée que nous avons des chances de prendre l'Assemblée nationale, d'avoir plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale. Mais bien évidemment, il faut faire appel au patriotisme de nos concitoyens, à un sursaut national pour aller voter. C'est très important parce que ça ne reste que des pronostics. Mais si nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne sommes pas capables de convaincre les populations d'aller exercer leur devoir civique, je pense que ça ne marchera pas, bien évidemment. Parce que le pouvoir en place cherche effectivement, ça a toujours été le cas, à décourager les populations d'aller voter. Il y a 143 sièges, Nicolas Nguema. Comment allez-vous occuper ces 143 sièges? Je parle de l'opposition. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que où chacun va comme ça et puis on espère que... Écoutez, on essaye de faire du mieux que nous pouvons. Au petit bonheur la chance. Non, pas du tout, pas au petit bonheur la chance, parce que dès qu'une personne estime qu'elle peut être candidate, qu'elle met en jeu beaucoup de moyens financiers. D'accord, on va reprendre cet auditeur qui nous appelle. Il y a une question. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Nguema. Bonjour. Alors, je voulais vous poser d'abord une première question à poser à l'endroit de monsieur Patrick. Est-ce que c'est une chaîne d'opposants? Parce qu'apparemment, il y a des opposants qui viennent sur vos plateaux. Vous prenez de temps en temps la part des gens du pouvoir, mais ils ne répondent jamais à vos invitations. Alors, je me pose la question, est-ce du mépris ou ils ont juste l'impression qu'ils n'ont pas le droit de se justifier auprès de nous, les populations? Ensuite, ma seconde question ira à l'endroit de M. Nguema. Je vais lui demander pourquoi, selon vous, le FMI continue à accorder des prêts au Gabon, malgré le fait qu'il ne remplisse aucune condition du protocole qu'on a signé. Alors, ça devient un petit peu bizarre. Nous, on ne comprend pas. On a l'impression qu'à chaque fois, il y aura étranglement et à chaque fois, il y a des solutions. Pour reconnaître que pour les gens de la résistance, bon, il y a une forme de découragement. Puis, je me permets peut-être de donner peut-être un conseil à M. Nguema, celui de faire une communication très pointue sur les élections, parce que je faisais partie de ceux qui étaient un peu macronien, j'étais pas sûr, et puis j'étais sûr, et puis je suis pas sûr, et puis depuis la réception de monsieur Totomaï, je suis de plus en plus convaincu, bon, qu'il faut peut-être aller aux élections et ne pas faire la politique de la chaise vide. J'avoue que ce n'était pas le cas au début. Mais il faut vraiment insister sur le fait de comment on y va, pourquoi on y va, quelles sont réellement nos chances, et il faut insister sur le fait, de parler, de communiquer correctement pour que les populations ne soient pas découragées. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas. Donc, essayez d'assister là-dessus, et puis je vous remercie. D'accord. Alors, je crois que la première question est adressée à Gabon News. Alors, je vais vous répondre. Nous adressons des invitations à tout le monde. Hein. Nous n'avons pas un penchant pour l'opposition ou pour le pouvoir. Simplement que il y a des invités qui, à la dernière minute, nous disent que nous ne pouvons plus nous rendre à cette émission. Certains nous disent clairement que après tel invité, je ne me vois pas passer directement. Donc, laissez passer un autre. Et ensuite, je crois que la personnalité m'écoute en ce moment et sait que je parle d'elle. Et pour terminer, je veux vous dire que
Nous avons, et vous êtes, et vous le savez, nous avons eu un invité à la personne de Bruno Benmouma, je vais citer puisque on l'avait déjà, on l'avait dit dans cette émission, qui devrait être dans ce studio, par exemple. C'est un opposant. Bon, voilà, et il n'est pas venu. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on reçoit les invités qui acceptent de venir dans le studio, parce qu'on adresse des invitations à tout le monde. Et il y a aussi ceux qui nous appellent et qui, en général, ne confirment pas. Voilà. On va peut-être permettre aussi à l'invité de répondre à la préoccupation de l'auditeur. Bien sûr. Vraiment, je vous remercie pour vos questions. Enfin, votre remarque sur la communication. Je vais d'abord répondre à la première question concernant le FMI. Très chers compatriotes, je pense qu'il ne faut pas oublier que le FMI, au même titre que la Banque mondiale, sont des banques. Ils sont là pour prêter de l'argent, ça ne se fait pas gratuitement. Ils ont des taux d'intérêt qu'ils mettent au-dessus. Donc ça reste toujours intéressant pour eux de prêter, tant qu'ils ont la capacité de récupérer leur investissement, et en général ils le font, ils ont plein de mécanismes pour le faire. Ils ne se soucieront jamais tant réellement de la situation dramatique du pays, due à une mauvaise gouvernance. Non, le FMI, c'est une banque, ils prêtent de l'argent, ils ont des intérêts par-dessus, et voilà, comme n'importe quelle banque. Et c'est même très arrangeant pour le FMI, cette situation d'étranglement. Pourquoi? Parce qu'après cette étape, moi j'ai déjà eu une séance de travail avec des responsables du FMI ici, où ils nous expliquaient que si, en général, le pays n'arrivait pas à respecter le protocole d'accord et à s'ajuster dans ses règlements, ils mettaient une assistance technique à la disposition du pays. À première vue, on pourrait se dire que c'est intéressant si le FMI avait un bureau au niveau du ministère des Finances. Mais non, pourquoi? Parce que ça nous coûte de l'argent, ça coûte excessivement cher. Alors croyez-moi que si on passe sous assistance du FMI, c'est vous et moi qui allons payer la facture. Donc effectivement, le FMI pour moi est complice de nos dirigeants. Concernant la communication effectivement elle est assez diluée concernant les élections législatives, mais nous au PLC on essaie d'expliquer, nous n'avons de cesse d'expliquer pourquoi nous voulons aller aux législatives et quelle est l'importance d'aller aux législatives. Je ne pense pas que l'on fasse tomber la température en cassant le thermomètre. Non. Je pense qu'il faut accepter la réalité en face et laisser une nouvelle mandature à ces gens-là, à ce pouvoir en place. Ce serait une très mauvaise idée, car on a vu ce que ça a donné lors du boycott de 2011. On s'est retrouvé avec 114 députés de la majorité contre 6 de l'opposition, et encore quelle opposition! Et on a vu toutes les lois iniques qui ont été mises en place pendant cette mandature. Non, je pense qu'il faut aller effectivement à l'Assemblée nationale, car la contestation peut se faire aussi à l'intérieur de cette institution. Il y a des moyens, il y a des mécanismes, il y a des instruments qui peuvent être très intéressants pour montrer au grand jour que ce n'est pas la bonne façon de gérer ce pays. Ce pays, normalement, est très facile à gérer. Le Gabonais n'est pas quelqu'un de compliqué. Le Gabonais, tout ce qu'il demande, c'est un toit, un travail, de quoi se soigner, de quoi se nourrir. Mais c'est l'appétit démesuré d'un petit groupe, d'une minorité de délinquants qui fait en sorte que... C'est un peu dur quand même. Non, je ne suis pas dur, Monsieur Patrick, je ne suis pas dur. Je ne suis pas dur. Excusez-moi, le Gabon est l'un des rares pays au monde où des fonctionnaires peuvent être milliardaires, sans être des héritiers, bien évidemment. Mais tous ces gens méritent la prison. C'est l'opération Mamba qui est déjà... Oui, l'opération Mamba, je ne sais pas, on devrait peut-être l'appeler opération écureuil, hein, parce que je vois pas trop en quoi le Mamba est mort. Il mord juste certaines personnes et pas les bonnes personnes. Hein. Il y a des auditeurs qui nous font parvenir des audios via notre plateforme WhatsApp. On va les écouter quand même. Allô? Non, voilà. Bonjour Patrick, bonjour Monsieur Nguema. Ma question est celle-ci. Il fut un temps, quand votre président, M. Moukani Ouangou, était dans l'opposition,
critiquait farouchement les décisions du pouvoir en place. Maintenant, aujourd'hui, que M. Mokani Ouangou soit aujourd'hui membre du gouvernement, nous nous posons la question de savoir pourquoi aujourd'hui M. Mokani Ouangou ne fustige pas les décisions qui sont prises par ce gouvernement, donc lui fait partie. Puisque nous savons bien que M. Mokani Ouangou est une personne calée juridiquement et connaît bien les textes de loi de ce pays. Voilà. C'est un audio qu'un auditeur nous envoie via donc notre plateforme WhatsApp au 06 21 91 16. Voilà. Écoutez, je vais répondre à cet auditeur en lui disant que je ne pense pas être le porte-parole ou la secrétaire particulière de M. Moukani. M. Moukani fait ses choix. Politiquement, pour moi, il est derrière. Je le vois dans mon rétroviseur. Donc, moi, j'avance. Donc, excusez-moi de ne même pas vouloir commenter le positionnement politique du président Moukani aujourd'hui. Un auditeur. Parce qu'il ne m'intéresse pas, tout simplement. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, juste d'apporter un point de vue par rapport à tout ce qui se trame actuellement. Je pense que pour battre quelqu'un, il faut bien prendre le mal à la racine. Comme vous l'avez fait pendant les présidentielles, l'opposition s'est mise en bloc pour pouvoir les bousculer. Bien que les choses se sont passées comme ça s'est passé, et je pense que pendant les législatives, si vous étiez encore tous unis, vous pouvez facilement déloger, c'est pas les 114 députés qu'ils ont eu enfin de prendre le taureau par les cornes. Essayez de voir, parce que soit Moukani Ouangou, je ne sais quel autre opposant, essayez de vous asseoir avec Ping et tout le reste. Vous décidez quels sont les gars clés que vous mettez dans chaque province, dans chaque département, afin que vous puissiez gagner à coup sûr, les battre à plat de couture. Et là, aux yeux du monde entier, je pense que on pourra les avoir. Mais si chaque opposant, parce qu'il y a même des faux opposants, il vient après une fois l'élection, enfin une fois les présidentielles, on a vu tous ceux qui sont allés à la présidence féliciter des gens qui n'ont même pas gagné. Hein? Ils sont allés, on a vu comment ça s'est passé. D'accord. Aujourd'hui, le Gabonais n'est plus bête. On connaît tout ce qui se passe, comment les choses se passent. D'accord. Faites pareil. Mettez-vous autour d'une table, mettez des gars clés dans chaque province, département, afin qu'ils gagnent. Une fois l'élection gagnée, il y a plus de 120 ou c'est pas combien de députés il y a que c'est l'opposition qui prend ça en place. Je pense que les PDG seront niqués profondément. Si c'est ça, chacun se lève. D'accord, on a bien compris. Chacun fait ceci, ça va jamais marcher. Hein? D'accord, on a bien compris votre préoccupation. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup. L'opposition ira-t-elle en rente dispersée? Non, je suis totalement d'accord avec notre cher compatriote qui vient d'intervenir. C'est la stratégie à mettre en place, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons fait un constat. Le problème, effectivement, principal reste le système Bongo-PDG. Mais à cela, j'ajoute que l'opposition aussi est un problème dans notre pays. Il a parlé des faux opposants. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas un faux opposant, M. Nguema? Je ne pense pas être un faux opposant. Je pense que les actes que je pose attestent de ma crédibilité politique. Et jamais personne, d'ailleurs, n'a mis en doute ma crédibilité en tant qu'opposant, ma sincérité. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est lorsque nous avons une opposition aussi déconstruite, une opposition où d'anciennes habitudes pédégistes sont ancrées, j'ai envie de dire pratiquement génétiquement, ce n'est vraiment pas facile de pouvoir leur expliquer un autre son de cloche. Nous essayons tant bien que mal, mais croyez-moi que dans l'opposition aussi, il y a beaucoup à redire, parce que très souvent, l'intérêt personnel prime sur l'intérêt supérieur de la nation. C'est le problème auquel nous sommes confrontés dans l'opposition. Je ne me permettrai pas de tirer sur mon camp. Je suis de l'opposition, j'en suis fier, mais que le relais aussi puisse se faire. Que la vieille opposition puisse tendre le relais, donner le flambeau à la jeunesse de l'opposition, puisse donner la chance à la jeunesse de l'opposition, cette nouvelle jeunesse intègre, propre, sincère.
Mais il tarde à nous donner ce flambeau-là. Et nous entendons souvent ces phrases, oui, nous faisons ça pour la jeunesse. Mais cette jeunesse s'interroge. Moi, je m'interroge. J'ai 38 ans. Politiquement, je pense que je suis jeune. Mais je vous assure que le retour du côté de l'opposition vient vraiment au compte-gouttes. C'est pas facile. Un auditeur, c'est Monsieur Mike, voilà, qui nous dit l'inquiétude de ces élections, c'est la Cour constitutionnelle. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que notre chère présidente de la Cour constitutionnelle prendra le risque et la responsabilité de traiter 143 litiges. Je pense pas. Le processus électoral aujourd'hui est fait de telle sorte qu'il est possible de sécuriser le scrutin. Il est très faisable et je pense que ça reste, ça devient de plus en plus facile avec les nouvelles technologies, avec les téléphones Android, avec une bonne équipe de sécuriser un scrutin. Pourquoi? Parce que le processus électoral doit être vraiment bien protégé par une équipe dynamique, des représentants dans les bureaux de vote honnêtes et intègres, et très vigilants, bien sûr, parce que lorsque le processus se finit et que le dépouillement commence, lors de la signature du fameux procès-verbal, c'est là où il y a effectivement une chance pour la majorité de faire son sport national, en l'occurrence frauder. Un auditeur au bout du fil, allô? 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 Oui, je suis à l'émission. Oui, on vous écoute. Posez votre question. Oui, bonsoir d'abord à l'invité. Bonsoir. Oui. Moi, je ne peux pas dire un souci, mais je pose juste la question parce que lorsqu'on parle d'élection, on voit les statistiques. Vous venez à peine de dire qu'on ne va pas s'appuyer sur les statistiques. Moi, j'essaie de voir, je suis jeune, j'essaie de parler avec les jeunes. Je comprends que le vrai problème dans la majorité des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé de ne plus voter parce qu'ils ne croient plus au vote. Mais jusqu'à présent, vous préparez de l'argent, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour amener des jeunes à reprendre confiance et comprendre que peut-être ils ont perdu peut-être une bataille, ils n'ont pas perdu la guerre. Mais beaucoup sont, tout le monde que j'essaie de parler, moi je ne vote, je peux plus. Parce que je pense que quand j'entends l'opposition, ils ont dans la tête de ce qui s'est passé au présidentiel, ils se disent que le Gabon est devenu un acquis pour eux. Je ne pense pas que c'est vrai. Parce que les déçus sont tellement nombreux. Et qu'est-ce que vous pensez faire par rapport à ça? C'est pourquoi celui qui venait parler de réunification avait entièrement raison. Si les bases ne commencent pas et commencer à soigner les plaies, il y a beaucoup qui ont été frustrés, il y a beaucoup qui ont été bâtonnés, il y a beaucoup qui regardent et se disent, ah, quel vote encore qu'on va faire donc? Je vous dis sincèrement, j'ai l'impression que vous prenez ça à la légère. Attends, vous devez prendre des dispositions. Bon, je vous remercie, je vous écoute. D'accord. Alors, non, je comprends bien les inquiétudes, vos inquiétudes. En fait, moi, je vous inviterai à aller sur notre page Facebook du PLC, ainsi que sur ma page Facebook Nicolas Nguema officiel, afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même du travail de sensibilisation qui est fait. Au PLC, nous avons des équipes qui font du porte-à-porte chaque week-end que Dieu fait, afin d'avoir un échange, une interaction avec les populations pour expliquer pourquoi ce combat, pourquoi les législatives et pourquoi ne pas boycotter. Donc c'est un travail effectivement de sensibilisation, d'explication, parce qu'effectivement il y a un découragement qui est là. Mais il faut se dire en finalité, c'est que ce découragement ne servira toujours qu'un seul camp, en l'occurrence le camp du pouvoir en place. Donc nous ne pouvons pas nous résigner et les laisser encore reprendre une nouvelle fois l'Assemblée nationale comme ça a été fait en 2011. Nous n'allons pas recommencer ce petit jeu tous les 5 ans. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que les gens se lèvent pour aller voter, car c'est la seule issue. C'est la seule issue. Et je pense que c'est Abraham Lincoln qui disait il n'y a rien de... Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Et c'est une vérité pour moi. Je pense que c'est une vérité.
Et d'ailleurs, je vous le dis comme ça, d'ailleurs, l'une des lois que moi j'aimerais faire passer à l'Assemblée nationale, c'est rendre le vote obligatoire. Même si c'est pour aller voter blanc, je souhaiterais que, pour une jeune démocratie comme la nôtre, quand je dis une jeune démocratie, on se comprend bien. Je sais que nous sommes, pour moi, nous sommes dans une dictature. Pour une jeune démocratie comme la nôtre, le vote est important. Alors moi, l'une des lois que je chercherai à faire passer à l'Assemblée nationale, c'est de rendre le vote obligatoire, sous peine d'une amende. Et je pense que quand on va conditionner nos compatriotes à aller voter, ils iront le faire. C'est un peu comme il y a quelques années, la ceinture de sécurité qui n'était pas obligatoire ici. Mais dès qu'on a mis la sanction, donc une amende de 24 000, je pense qu'aujourd'hui, même vous, tout le monde monte dans une voiture, automatiquement met sa ceinture de sécurité. Donc je pense qu'il faudra rendre le vote obligatoire pour que nous ayons une véritable transparence au niveau du processus électoral en République gabonaise. Un auditeur nous dit « Bonjour, Monsieur Nguema ». Monsieur Nguema dit avoir 38 ans du fait de sa crédibilité affaiblie par son ancien président Moukani au gouvernement. Pourquoi ne peut-il pas attendre les prochaines élections dans 5 ans et laisser passer un candidat unique de l'opposition? Ou du moins peut-il accepter d'être suppléant? Signé Monsieur Daniel. Alors, Monsieur Daniel estime que j'ai un manque de crédibilité parce que le président de mon ancien parti serait rentré au gouvernement. Je pense que soit vous avez une mauvaise lecture volontaire, soit vous ne faites pas preuve d'honnêteté intellectuelle. J'ai démissionné d'un parti à la veille d'une élection parce que j'estimais que je ne pouvais pas rester dans cette formation, justement pour le fait de travailler avec le pouvoir en place, donc avec Ali Bongo. Je pense que cela, bien au contraire, montre ma crédibilité et mon sérieux. Deuxièmement, pourquoi ne pas être le suppléant de quelqu'un? Parce que j'estime que je ne suis pas, ou plutôt je suis une alternative, tout ce qu'il y a de plus plausible pour cette élection législative. Ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur pour mon pays et pour mon arrondissement, je ne vois pas quelqu'un d'autre parmi les quelques candidats que je connais être mieux à même que moi de porter mon message au niveau de l'Assemblée nationale. Donc non, effectivement, je n'ai pas à retirer ma candidature. Ma candidature sera bien posée. Pourquoi? Parce que j'estime que ma candidature est la plus crédible sur le premier siège du premier arrondissement de la commune de Libreville. Bonsoir Monsieur Nicolas Nguema. Moi je suis beaucoup inquiet par rapport aux législatives lorsque nous avons des institutions qui sont aux ordres du PDG. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Oui, mais je suis d'accord avec le cher compatriote qui dit ça. Nous avons des institutions qui sont aux ordres. C'est le discours de l'opposition aussi. Les institutions sont aux ordres, mais on vous voit aller aux élections. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau? Non, il n'y a aucun paradoxe parce qu'il faut bien que ces institutions, on les arrache. Donc commençons par l'Assemblée nationale. Vous savez, nous avons 3 pouvoirs. Nous avons l'exécutif, donc la présidence de la République, le judiciaire, le tribunal, et le législatif. Commençons par essayer d'arracher le législatif, et nous en avons la capacité. Ensuite, nous nous attaquerons aux 2 autres pouvoirs, à l'exécutif et au judiciaire. Je pense que déjà, en ayant une bonne majorité à l'Assemblée nationale, nous pourrions déjà libérer le judiciaire des mains noires et sataniques de l'exécutif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le judiciaire se plaint d'être une justice aux ordres. Eux-mêmes, ils le disent. Vous pensez qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir? Non, bien sûr que non. Nous n'avons aucune séparation de pouvoir au Gabon. Bien sûr que non. Ne serait-ce que par la configuration du CSM, donc du Conseil supérieur de la magistrature. Bien sûr que non. Nous n'avons pas une... Les ordres, enfin la liste, avant chaque Conseil supérieur de la magistrature, descendent de la présidence, qui vont au ministère et qui l'imposent tout simplement au Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est une véritable mascarade, le Conseil supérieur de la magistrature dans notre pays. Moi, en étant à l'Assemblée nationale, ce que je m'attellerai à faire, c'est de faire en sorte effectivement de couper ce lien qu'il y a entre l'exécutif et le judiciaire. Comment ça? Je vous prendrai un exemple. Le Conseil supérieur de la magistrature devrait se faire sous forme de véritable conseil, une commission de magistrats qui déciderait des différentes nominations au niveau des présidents de chambre, au niveau des juges d'instruction, au niveau du procureur général, au niveau du procureur de la République. Je pense que si nous faisions ça,
la justice prendrait réellement son indépendance. Toutes ces bonnes intentions, on les entend souvent, et les populations, après, à la fin du mandat, on s'en plaint toujours. Avec les hommes politiques, c'est la rengaine quand même. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ces mêmes rengaines dont vous parlez, j'ai moi-même été victime de ça. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de prendre mon destin en main, parce que je crois en une seule personne, je crois en moi. Donc, je pense que si je crois en moi, d'autres personnes croiront en moi. Ce que j'ai apporté et ce que j'apporte déjà politiquement est un peu nouveau. Beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens me le disent. Donc, j'ai décidé d'être un acteur plutôt qu'un spectateur de la vie politique. Oui, il y a des risques à croire ce que je dis, mais nous n'avons pas d'autre alternative. Je n'ai plus envie de croire en une certaine catégorie d'hommes politiques, aussi bien, bon, bien évidemment, de la majorité que de l'opposition. Donc, je décide d'être moi-même une alternative crédible, être un exemple, être un modèle. Nous verrons ce que ça va donner. On attend la campagne. Voilà, on va au pied du mur. Un auditeur qui nous envoie un audio via notre plateforme WhatsApp au 06 21 91 16. On va l'écouter. Le vote obligatoire. Même si c'est pour aller voter. Patrick, excusez-moi encore, j'ai une autre question. Pour une jeune démocratie. J'entends M. Nguema parler de... Il a ces éléments qui font de porte à porte pour parler aux populations gabonaises, poser un peu des questions pour savoir ce que pense la population gabonaise. Il y a une chose que je ne comprends pas, que j'ai toujours demandé, poser la question dans cette émission, de savoir qu'on m'explique qu'est-ce que veut dire le peuple gabonais et la population gabonaise. Parce que si nous parlons de la population gabonaise, je veux vous dire que ces porte-à-porte-là, il y a des quartiers qui n'ont jamais réussi, ces personnes-là, dans leur maison. De quelle population gabonaise nous parlons-on? C'était ça un peu ma question. Merci. D'accord. Alors, simplement dire à l'auditeur, lorsque vous enregistrez, éloignez-vous du téléphone parce qu'on réécoute un tout petit peu le son de la radio et ça brouille un tout petit peu la communication. On va prendre d'abord cet auditeur également. On va peut-être cumuler les questions. Ok, d'accord. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je vous suis en ligne. J'écoutais le monsieur, l'invité sur table, dire que le bulletin de vote était plus fort qu'une balle. Mais étant donné que les aujourd'hui nous ont arraché les... Moi, je ne vois pas pour quelle raison la jeunesse gabonaise devait encore se référer à eux. Parce que justement, on arrive à un point où on rejette même nos propres institutions. Demain, c'est par exemple la journée nationale du drapeau. Le petit Gabonais a perdu toutes ses valeurs civiques. Parce que nous avons été traumatisés de par l'opposition que par le parti en place. Donc, du coup, on a perdu toute volonté même de croire, en fait. Oui, c'était juste mon avis. Donc, comme pour dire que nous avons rejeté... Aujourd'hui, on ne respecte les institutions, ni le drapeau, ni l'hymne national, parce que nous sommes carrément arrivés à un état de non-retour. J'aimerais bien l'avis de l'invité, bien sûr, sur cette question. Alors vous avez peut-être là un auditeur qui dit qu'il n'ira pas aux urnes. Ok, je comprends la rancœur, la haine que mon cher compatriote peut avoir. Mais cette rancœur, cette rancune n'est pas exclusive à lui seul. Cette rancœur, cette rancune, nous l'avons tous. Nous l'avons tous en nous. Moi, je l'ai. J'étais un acteur au premier plan lors des émeutes, la répression du 31 août. J'ai fait la marche jusqu'à la RTG. J'étais debout. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de me lancer en politique, justement parce que je me suis dit j'allais les attaquer sur leur terrain. Je ne vais pas attendre chaque élection pour aller manifester dans la rue. Non, je fais tout. Je vais voter, je manifeste, et maintenant je fais de la politique. Nous n'avons pas d'autre choix. Alors le fait qu'effectivement nous n'avons plus de considération pour nos institutions, pour la journée du drapeau, et tout ce que vous dites, c'est totalement vrai. Mais c'est vrai pourquoi? C'est parce que nous sommes en totale perte de patriotisme dû à un manque de repères politiques. Parce que les exemples politiques que nous avons en face de nous ne sont pas de bons exemples. Donc il faut obligatoirement les remplacer. Dans l'opposition, comme au pouvoir. Non, là je parle du pouvoir. Là je parle du pouvoir. Le pouvoir en place n'est pas du tout un bon exemple. Comme on dit en droit, gérer en bon père de famille. Non.
Donc la seule alternative, c'est de s'opposer. Il faut s'impliquer politiquement. On trouve des mauvais exemples partout, monsieur Nguema. Oui, bien sûr, on en trouve partout. Maintenant, pour répondre au premier intervenant qui disait quelle est la différence entre le peuple et la population, que nous n'allons pas dans tous les quartiers. Monsieur, je vous assure que ce travail n'est pas facile. Je vous prendrai juste l'exemple du premier siège du premier arrondissement où je suis candidat. Ça compte 16 quartiers. 16 quartiers avec une population, je dis bien la population juste inscrite sur les listes électorales, de plus de 17 000 inscrits. Ce n'est vraiment pas facile. Bien sûr que si nous allons dans tous les quartiers, bien évidemment, nous avons une permanence ouverte au charbonnage à cet effet, pour que les gens viennent nous voir. Et cette permanence, elle est ouverte depuis des mois. Le siège du parti est à Nzaïon, mais nous commençons à ouvrir des permanences pour que les gens viennent, pour que nous ayons des séances de discussion, des échanges, parce que nous ne pouvons pas couvrir tout ça tout seul. Nous n'avons pas les moyens du pouvoir en place. Donc nous faisons avec les moyens que nous avons, mais nous évoluons dans une totale transparence. Et je ne me permettrai pas de parler injustement au nom du peuple ou de la population. Moi, je me réclame du peuple. J'ai un passeport gabonais. Donc, oui, le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est moi. Donc, c'est dans ce sens-là que j'utilise ce terme, en fait. Il y a une question dans un auditeur. On va la reprendre. Celui qui nous appelle. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est Monsieur Mike. Monsieur Mike, oui. Allô, Monsieur Patrick, oui, c'est Monsieur Mike, l'auditeur de la première question. Là. Oui. Je reviens en fait pour dire, déjà pour soutenir Monsieur Nguema dans son intervention. Il essaie de faire comprendre aux gens, et peut-être que les gens ne le comprennent pas suffisamment, attention, la stratégie du pouvoir en place, c'est une stratégie de découragement. Tout le monde sait très bien que si les élections avaient été faites tout juste après les élections présidentielles, ça aurait été une déculottée. C'est-à-dire que les gens étaient encore, je vais utiliser l'expression un peu triviale, chaud bouillant, et ça ne favorisait pas le pouvoir en place. Donc on est dans une stratégie de découragement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appellent à votre émission déjà en matinée, au mur des lamentations, et qui appellent aussi à votre émission peut-être chez Patrick, et beaucoup sont croyants. Alors je ne comprends pas comment des gens qui sont croyants et qui ont aimé l'histoire et qui connaissent l'histoire de Moïse ne disent pas que parfois le chemin est long. Donc j'appelle tout le monde à beaucoup de patience. Et finalement, comme je dis, je suis de plus en plus convaincu qu'il faut aller aux élections. Ne soyez pas découragés par tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. C'est fait à dessein. Et puis, j'aimerais quand même entendre Monsieur Nicolas Nguema sur les sujets d'actualité, notamment sur l'insécurité et les bons de caisse des fonctionnaires. Et peut-être qu'il a des informations sur ce qui nous attend. Et sur le combat de la dynamique unitaire. Quelle est sa position sur le combat de la dynamique unitaire? Allez, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Mike. Alors, je vais me permettre de répondre. Vraiment, merci pour cette intervention. Elle était très, très, très intéressante, selon moi. Je vais peut-être commencer par la fin, effectivement, parce que c'est un sujet très important, le combat de la dynamique unitaire. Le combat de la dynamique unitaire, pour moi... Vous soutenez la dynamique unitaire? Absolument. Parce qu'on dit que l'opposition, il y a une main noire. Non, ça c'est du folklore. Derrière la Monsieur dynamique Patrick, unitaire. c'est du folklore. C'est du folklore. Je pense qu'il faut être inhumain pour ne pas soutenir la dynamique unitaire. La dynamique unitaire se bat pour les fonctionnaires de notre pays. La dynamique unitaire regroupe un certain nombre de centrales syndicales qui se bat pour le travail dans de bonnes qualités de nos agents publics. Et je pense que les réclamations de la dynamique unitaire sont plus que légitimes. Nous avons affaire à un gouvernement qui fait la sourde oreille, qui prend des décisions sans aucune concertation avec les syndicats. Nous avons même entendu le président du SINAMAG, le syndicat de la magistrature, l'autre jour, lancer un cri du cœur, un cri d'alarme pour expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je pense qu'il faut prendre la mesure, la gravité de la situation de nos fonctionnaires ne peut pas nous laisser indifférentes.
Et comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on va faire descendre la température. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de précarité. Nous avons plus de 95 000 foyers qui vivent avec moins de 2700 francs CFA par jour. Mais nous avons un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, qui roule en Bentley. Mais de qui se moque-t-on? Je ne peux pas accepter que pendant 3 ans, on dise que l'on gèle le recrutement dans la fonction publique. Mais enfin, expliquez-moi, les étudiants qui sortent, je prends au hasard comme ça, de matière, de formation à l'UOB, je ne sais pas, en anthropologie, en sociologie, en anglais. Mais où vont-ils exercer? Ce sont des filières qui sont supposées recruter dans la fonction publique. Alors nous allons créer un vivier de chômeurs en milliers pendant 3 ans. Et le temps de décongestionnement de ce vivier de chômeurs qui arrive en puissance dès l'année prochaine, enfin même pas dès l'année prochaine, dès cette année, mais va créer une véritable catastrophe dans notre pays. Les possibilités d'avancement dans la fonction publique sont gelées pendant 3 ans. Alors les formations, par exemple, au niveau de la santé, plus d'avancement au niveau de la santé. Nous avons certaines catégories socio-professionnelles au niveau de la santé qui sont vieillissantes. Je parle notamment, par exemple, des infirmières d'État. Plus d'avancement pendant 3 ans. Mais enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ne pouvons-nous pas réaliser la gravité de ce que ce pouvoir est en train de faire, pendant que eux ne se privent de rien. Nous ne pouvons pas laisser Dynamique Unitaire mener ce combat tout seul. Ce combat aura forcément un impact sur toute la société gabonaise. Vous ne croyez pas en l'économie que va réaliser l'État chaque année et qui va permettre de relancer, par exemple, certains investissements? On a parlé des investissements dans le domaine de l'éducation. Monsieur Patrick, l'économie, c'est mon domaine. Je vous ai dit, il n'en est rien du tout. Si aujourd'hui, nous avons été capables, pendant les plus belles années du pétrole gabonais, d'aller faire des prêts sur des marchés internationaux, je dis entre 2009 et 2016, à des gros montants, ce n'est pas quand les caisses de l'État sont vides qu'ils pourront faire quelque chose. Ce ne sont que des coups d'épée dans l'eau. Votre discours est différent de celui du ministre, des Finances. Oui, mais c'est son problème. Mais qu'il m'explique alors pourquoi 90% de l'administration publique est locataire. Expliquez-le-moi. Je trouve ça totalement inadmissible. Vous réalisez qu'au Gabon, 90% de l'administration est locataire. Et locataire chez qui? Locataire chez ces gens. Ou locataire chez des étrangers. Alors, si on veut faire des économies, allons taper dans ça. Vérifions les baux administratifs de l'État gabonais. Voyons à qui les biens immobiliers ils appartiennent. Que l'État gabonais loue. La vache laitière, notre nation, notre mère patrie, paye. Il faut avoir à un moment donné, je pense, un peu de patriotisme, un peu d'amour de la nation. Et je pense que c'est bien beau de dire « j'aime mon pays ». C'est vrai, de façon intrinsèque, tout le monde aime son pays. Mais il faut aussi aimer son concitoyen, ses concitoyens, parce que le pays est composé essentiellement de compatriotes. Alors moi je dis bien sûr j'aime mon pays, mais je dis j'aime mes compatriotes, avec leurs défauts et leurs qualités. Et je pense que ces gens devraient nous témoigner un peu plus de respect, car c'est grâce à nous qu'ils sont ce qu'ils sont. D'accord. Il y a des audios qui continuent d'arriver via notre plateforme WhatsApp, et on va les écouter. Bonsoir, Monsieur Nguema. J'aimerais savoir, pendant les élections présidentielles, il y a eu des votes. Bon, les gens ont voté massivement. Et on sait qui a gagné. Mais quel a été le verdict après? Qui ne dit pas que pour ces élections législatives et locales, ce serait la même chose? Comprenez que les citoyens sont découragés. Quels que soient nos votes, on sera toujours... ce serait toujours bafoué. C'est ce qui est dommage. Donc, vous voyez bien que c'est là qui cause en fait le dégoût d'aller encore voter, parce qu'on sait ce qui va se passer après. Voilà.
Voilà, ce sont les auditeurs qui nous font parvenir des enregistrements sonores via notre plateforme WhatsApp. Il y a un auditeur qui est en ligne déjà, on va le prendre. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. J'avais envie enfin, j'ai bien écouté la citation du monsieur qui est votre invité ce soir, qui parlait de la citation d'Abraham Lincoln, disant que la voix de lecteur est plus puissante qu'une balle. Je ne sais pas si ce ne sont que des chimères ou c'est prouvé et autres, mais au Gabon, on a toujours vu que la loi de lecteur a beau bien parler, a même bien pleuré. On connaît toujours ce que ça a donné. Ce sont les mêmes coups de balle, apparemment, qui ont plus de force que la voix des urnes. Donc, on ne sait plus à quel sens se vouer. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont découragées. C'est pas parce que ils sont fatigués de partir voter, mais juste qu'ils sont fatigués de voter une autre personne, et c'est d'autres personnes qui sont toujours là. Il faut comprendre que que personnellement, on est plutôt choqués. Et c'est les mêmes conneries, les mêmes histoires. Quelle est la crise qu'il y a au Gabon, la petite population que on ne peut pas supporter? Il y a des bons lesquels qui sont partis par là. Et tout l'argent qu'ils ont délapidé et autres avant la crise, cet argent est où? On arrête des gens qui ont volé 1000 francs et qui ont volé des 15 à 30 000. Ils sont en liberté en train de flamber des voitures et l'argent ici et là. Donc moi, personnellement, ce que vous dites, vous parlez d'Abraham Lincoln, c'est aux États-Unis. Je ne sais pas si les élections là-bas, il y a eu des trucs qui se passent comme ça, mais nous, on est en Afrique. La triste réalité, une fois l'armée est sur la route, personne ne parle. Mais au moins qu'ils sachent que un jour le fusil va changer d'épaule. Quand ça changera d'épaule, ils vont connaître qu'il y a mis l'eau dans le coco. Merci. Voilà. Monsieur Nguema, on va vous donner directement toutes les réactions des auditeurs parce qu'ils interviennent via WhatsApp en direct, et ceux qui n'appellent pas. Bonsoir, Monsieur Nguema. Dites-moi en quoi le vote obligatoire va-t-il améliorer le quotidien des Gabonais? Voilà, c'est Monsieur Gabin. On a également un autre message. Bonjour Monsieur Nguema, quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans vos actions? Je voudrais vous amener à prendre conscience des enjeux de cette élection. Monsieur Nguema, les enjeux sont graves. Après vote, on nous dira que le pouvoir a gagné. Auriez-vous un œil sur la délibération? Si oui, qu'adviendra-t-il si les résultats sont bafoués encore et encore? Signé Monsieur Nuage. Voilà. Ok, je vais essayer de répondre globalement, mais je vais répondre d'abord en premier au premier auditeur, celui qui disait, enfin pas au premier, celui qui a dit à la fin, on verra Camilo dans Coco. Vous savez, je pense que 50 ans de bongoïsme nous ont fait très très mal. Et je pense que chacun des différents intervenants que je viens d'entendre a une similitude dans ses propos. J'ai lu une certaine similitude dans ses propos. Principalement, j'ai lu de la résignation. Je dis non, on ne peut pas se résigner. Se résigner, c'est jouer le jeu du pouvoir. Moi, comme je le dis souvent, je vote depuis que j'ai 18 ans. J'ai voté en 98, ici à Libreville. J'ai voté en 2005, lorsque j'étais étudiant. J'ai voté à Paris. J'ai voté en 2009, et ainsi de suite, ici à Libreville. J'ai toujours fait toutes les marches, toutes les manifestations. Et je pense que si chaque Gabonais prenait son destin en main en faisant ne serait-ce que ce petit bout de devoir civique, en l'occurrence aller voter, les choses ne seraient pas comme ça. Techniquement, je vous explique que nous avons très peu de Gabonais qui votent en moyenne. Moins de 700 000 Gabonais décident de qui sera le président de notre pays. Dans ça, vous en coupez encore la moitié. Parce que le taux de participation va être peut-être de 50 à 60% du nombre d'inscrits qui va être peut-être de 600 000 ou 700 000. Mais ça reste faible. Et nous devons comprendre
que si nous voulons changer les choses, il faut une réelle implication constante et permanente. Il faut de la conviction et non de la résignation. La résignation nous empêchera toujours de continuer. Et ce pouvoir en place l'a bien compris. Il fait de nous des persignés qui doutons en permanence, qui avons du mal à croire en la possibilité d'un changement, et on préfère s'en remettre à quelque chose qui n'existe pas. On verra quand un jour il paraît, ça changera, nous verrons, Dieu va faire. Non, c'est nous qui faisons. Toutes ces considérations spirituelles ou religieuses, il faut les mettre de côté. La politique, c'est les hommes qui la font. Même si on n'est pas acteur politique, de premier rang, on doit pouvoir avoir une certaine capacité d'analyse qui fait en sorte de se dire, peu importe ce qu'il m'en coûte, j'irai voter. Si un politicien est crédible, accompagnez-le. Ne le regardez pas seulement sur les réseaux sociaux. Parce que le politicien, il n'est rien sans les populations. Si on n'arrive pas à convaincre, on ne vaut rien du tout. D'où la fraude électorale qui a souvent lieu. La fraude électorale, en fait, comme je le dis souvent, si on réfléchit bien, le système Bongo-PDG, qui a toujours fraudé, c'est vrai. Mais ils fraudent pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance aux populations. Ils peuvent avoir la foule lors de meetings, une très grande foule, mais ils n'ont pas le peuple avec eux. Le peuple est contre eux, ça on l'a toujours montré, d'où la constance d'une certaine catégorie de Gabonais qui vont voter. Mais ceux qui commentent sans voter, je leur dis non, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Si moi j'ai été capable de le faire depuis 98, j'avais à peine 18 ans, je ne vois pas pourquoi tout le monde ne pourrait pas le faire. Alors, concernant le monsieur qui dit le fait de rendre le vote obligatoire, ça changera quoi dans le quotidien des Gabonais? Mais sincèrement, votre question, j'ai envie de dire votre question est bête. Je n'ai pas de mal à le dire. Le fait de voter changera beaucoup de choses dans la vie des Gabonais, parce que si tous les Gabonais votaient, nous saurions clairement qui dirige dans notre pays. Lorsque l'on va voter une loi de finances, mon cher ami, que vous êtes sûr que c'est le Gabonais que vous avez envoyé à l'Assemblée nationale qui a voté pour chercher à favoriser votre intérêt à vous, au lieu de favoriser l'intérêt d'un groupe, en l'occurrence le pouvoir en place, vous serez satisfait de sa décision. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de phrase que vous dites, c'est ce qui nous amène à payer la bouteille de gaz à 6 000 francs. Vous êtes en colère? Non, je ne suis pas en colère. Je suis un peu choqué, en fait. Un peu choqué parce que nous avons subi 3 augmentations de carburant en moins de 6 mois. Et pour vous, vous vous dites que ça servirait à quoi de voter? Mais nous avons des délinquants à l'Assemblée nationale qui ont révisé une constitution de façon totalement illégale. Et vous nous demandez donc de les laisser continuer? De continuer à faire le désordre qu'ils sont en train de faire dans notre pays? Moi, je dis non. Je dis non. Alors, je m'oppose. Je vais voter. Le fait de rendre le vote obligatoire donnera une certaine garantie. Pourquoi? Parce que la première crédibilité chez un acteur politique doit être sa légitimité. Et nous savons très bien dans notre pays qu'il y a très peu de politiciens légitimes lors d'élections. C'est parce qu'il y a des gens résignés qui disent que non, ils ne vont pas voter. On a tout essayé. Mais nous n'avons pas le choix que de continuer. Le monsieur a parlé de la Bible tout à l'heure. C'est un très bel exemple. Ça fait 2000 ans que nous attendons Jésus. Mais nous continuons à croire. Alors pour notre petit pays qui a moins de 100 ans d'indépendance, on ne peut pas continuer à croire. On se résigne. Les bureaux de vote sont vides, mais les églises sont pleines. Soyons sérieux à un moment donné. Un auditeur nous envoie un message avec une assemblée d'opposition. N'arriveront pas, je comprends pas le message, n'arriverons-nous pas, je crois, c'est ce qu'il a voulu dire, au cas vénézuélien. Suppression de bourse. Voilà, je lis ce qui est écrit. Hein. Oui. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. On a un autre message, je vais essayer de reformuler crédibilité
affaiblie, c'est monsieur Daniel, hein. Il dit, je vais essayer de reformuler. Crédibilité affaiblie ne veut pas dire manque de crédibilité. Le fait de démissionner retrace le parcours de certains autres opposants avant, donc ce n'est pas nouveau et semble être une tradition. Monsieur Nguema aurait été plus crédible s'il n'avait pas adhéré à un parti puis démissionné, donc on peut être juste. Donc peut-être juste un conseil, si une union est possible, ce serait plus intéressant. Monsieur Daniel, j'ai envie de vous dire, vous voyez un peu votre histoire, ok? Déjà, je n'ai pas adhéré à l'US, j'ai créé l'US. L'Union et Solidarité, je l'ai créé, je suis un membre fondateur de l'US, d'accord? Avec Jean de Dieu Moukani Ouangou. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous demande, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne pense pas que vous auriez démissionné. Je ne pense pas que vous auriez pris ce risque-là. Moi, j'ai démissionné. Et je n'ai pas adhéré à une nouvelle structure. Nous avons fait le pari avec des amis, des camarades, qui avons les mêmes pensées, la même idéologie, les mêmes valeurs, de donner la chance à notre pays de se renouveler politiquement. Parce que nous n'étions pas d'accord avec ce qui se faisait politiquement depuis plus de 30 ans. Alors, au lieu d'être des spectateurs, nous avons décidé d'être des acteurs, en créant le PLC. Voilà ce que je peux vous répondre. Bonsoir Monsieur Nguema, je suis vraiment inquiet parce que lors de l'enrôlement, les PDGistes ont enrôlé certaines personnes en contre, alors je comprends pas la suite, en contre le permis de conduire. C'est Aymar de Sotega. Aymar de Sotega, c'est vrai ce que vous dites, mais ça c'est pas nouveau. Ça c'est toujours fait. Mais bon, les enrôlements, ce type d'enrôlement, comme je l'ai dit, pour moi c'est un manque de respect des populations. C'est vouloir toujours considérer que tout leur est dû et que certains Gabonais, une certaine catégorie, sont inférieurs à eux. Mais je me dis qu'à cela ne tienne, c'est pas bien grave. Vous n'avez pas enrôlé des... Non, jamais d'avis. Non, non, je n'ai jamais fait ce truc-là d'enrôler les gens et je ne le ferai jamais. Je trouve ça dégoûtant. Je dis bien qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, vous avez été enrôlé. On vous a donné un permis de conduire, tant mieux. Tant mieux, il vous servira. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes redevable de quoi que ce soit, que vous devez aller donner votre vote à qui que ce soit. Vous le faites, le vote est quelque chose de personnel. Vous voterez en votre âme et conscience. Et si vous estimez que vous devez voter pour ces personnes-là, ben, eh bien faites-le. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que nous avons une maturité politique qui fait en sorte que le vote... Il y a trois types, pour moi, il y a trois types de votants. Nous avons celui qui vote par affinité, donc parents, amis, etc. Nous avons celui qui vote par conviction. Et je pense que celui qui vote par conviction commence à prendre le dessus au Gabon. Et nous avons celui qui vote, bien sûr, pour son intérêt personnel, donc argent et biens matériels, etc. Celui-là, c'est une espèce en voie de disparition, selon moi, dans notre pays. Est-ce que les populations ont les mêmes motivations que par exemple, au cours des législatives ou pendant les présidentielles? C'est pas la même motivation. Non, bien sûr que non. La motivation n'est pas la même, c'est vrai. Vous avez totalement raison. Mais c'est à nous, politiciens, de montrer qu'une élection législative, c'est une petite élection présidentielle. Et que contrairement aux stéréotypes mis en place, qui consistent à croire que le pouvoir se prend toujours du haut de la pyramide, nous pouvons commencer à casser le soubassement en prenant l'Assemblée nationale. Justement, supposons une Assemblée nationale, avec l'opposition en majorité, qu'est-ce qui pourra fondamentalement changer? Qu'est-ce qui garantit que vous êtes meilleur que ceux qui sont en face de vous? Je vous assure qu'il y a déjà énormément de choses qui vont changer, bien évidemment. Je vous prendrai juste un exemple, l'enquête parlementaire, qui est un bel instrument au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que, personnellement, si je suis élu, dès le lundi matin, je serai à l'Assemblée nationale pour lancer ma première enquête parlementaire. Donc, j'ai déjà des dossiers dans ce sens-là en attente. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais l'enquête parlementaire permet aux députés de convoquer n'importe quel haut fonctionnaire. Ça peut être un ministre, directeur d'une régie financière... je ne sais pas, moi, un général ou quoi que ce soit. On l'a vu en France dans le cas de l'affaire Benalla. Exactement. Donc ça, c'est un très bel instrument.
nous avons justement les vérifications sur les lois de finances. D'accord, on en parlera peut-être au moment de la campagne. Oui, un auditeur au bout du fil veut vous poser une question. Allô? Oui, allô. Oui, c'est encore Monsieur Mike. Oui. Alors, décidément, l'invité est très intéressant. J'aimerais savoir, vous savez, pendant les élections, il me semble que c'était bien pour préparer une stratégie. Bon, c'était d'abord ne sachant pas quoi faire, c'était pour refroidir les ardeurs de la population. Puis, on s'est rendu compte qu'au fil des mois, on a enlevé les pouvoirs au Premier ministre. Ce qui revient à dire que si l'opposition prend le pouvoir à l'Assemblée nationale, ils seront dotés d'un Premier ministre faible, qui ne sera même plus un contre-pouvoir. Bon, il est vrai qu'heureusement que vous dites qu'il y aura peut-être des enquêtes parlementaires, ça peut changer les choses, ça peut être intéressant, mais finalement, le contre-pouvoir qui est vraiment intéressant, c'est celui d'avoir le Premier ministre, et alors qu'on se rend compte que stratégiquement, on a affaibli le pouvoir du Premier ministre. Parce qu'en ce moment, même dans leur camp, j'ai d'abord pensé que c'était peut-être dû à l'hyper-présidence, que le Premier ministre était éteint, mais on se rend compte que c'était une bonne stratégie finalement pour affaiblir l'opposition. Que pensez-vous de cela, Monsieur Guéba? Voilà. Monsieur Mike, merci. Est-ce que vous avez l'impression que la Constitution donne tous les pouvoirs au président de la République et le Premier ministre est un tout petit peu comme celui qui inaugure les chrysanthèmes? Merci Monsieur Mike pour cette question. Cette question est vraiment très intéressante. Ça tombe bien que vous me parliez de ça parce que j'ai traité de cette question il n'y a pas si longtemps que ça sur un plateau télé à l'étranger. Non, déjà j'ai pris le temps de bien étudier la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution m'a choqué sur, en gros, 5 articles. Et tous les pouvoirs du Premier ministre n'ont pas été retirés, bien sûr que non. C'est justement ce que le pouvoir en place veut faire croire, pour toujours, une fois de plus, décourager les populations. Mais quand on prend le temps de bien lire la nouvelle Constitution, sur la 50aine d'articles qui ont été modifiés, selon moi, il y a environ 4 à 5 articles qui sont contraignants. Bon, il y a l'article 8, déjà, sur, effectivement, la limitation de mandat. Le 8 ou le 9, excusez-moi, j'ai peut-être un petit trou de mémoire. Donc, effectivement, tout le monde, tous les Gabonais espéraient qu'on aurait une limitation de mandat, donc à une fois renouvelable. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, nous avons l'article 14 et 15, justement, sur cette fameuse prestation de serment. L'article 14, je pense que c'est sur la prestation de serment des nouveaux entrants au gouvernement, donc les ministres. Bon, je trouve ça humiliant et antidémocratique. Et je ne vois pas pourquoi un ministre prêterait serment devant le responsable de l'exécutif, donc en l'occurrence le président. Ça, effectivement, c'est pour pouvoir parachever son petit sentiment de royauté en République bananière. Et l'article 15 qui, effectivement, confère le même devoir de fidélité, enfin prêter serment, des chefs d'état-major, des forces de sécurité et de défense. Ensuite, nous allons plus loin sur l'article 70, justement. Moi, c'est vraiment ce qui me pose problème, c'est vraiment cet article 70 dans cette Constitution. L'article 70, en fait, qui régit la mise en place de la Haute Cour de justice. Je pense que là, nous avons vraiment un problème avec cet article 70 et la Cour criminelle aussi, donc dans les articles 75. Mais de façon fondamentale, je ne pense pas que la nouvelle Constitution puisse empêcher l'opposition de gouverner, bien sûr que non. Si nous avions... Mais ça n'affaiblit pas le président de la République. Ah, mais totalement, bien sûr que si. Bien sûr que si. Si nous avions l'Assemblée nationale, mais que se passerait-il? Nous aurions effectivement un gouvernement composé par l'opposition, donc un Premier ministre de l'opposition, et toutes les déclinaisons de l'opposition. Donc le Premier ministre et les ministres, tous les ministres, bien évidemment, dans le meilleur des mondes. Mais à partir de ce moment-là, croyez-moi que le chef de l'exécutif serait totalement isolé. Dans les faits, en pratique, Ali Bongo serait totalement isolé. Et les coups viendraient de partout. Donc, que l'on dise que, oui, la nouvelle Constitution fait en sorte que Ali Bongo, même si vous aviez la majorité à l'Assemblée nationale,
Ali Bongo garderait les pleins pouvoirs, mais je dis jamais de la vie. Nous rentrerions dans une crise institutionnelle, effectivement. C'est pas Ali Bongo, c'est le président de la République. Oui, si vous voulez, mais il s'appelle Ali Bongo, il me semble. Ça pourrait être vous, peut-être en 2023. Vous bénéficierez également de toutes les prérogatives, de tout ce que la loi prévoit. Oui, bien sûr, mais il n'y a rien d'injurieux de l'appeler Ali Bongo. On appelle bien... Je n'ai pas dit que c'est injurieux. Quoique personnellement, j'aimerais pas que mon fils s'appelle comme ça. Non, je dis, la Constitution parle du président de la République. Voilà, donc oui. Simplement... Ok, donc Ali Bongo serait totalement isolé. Et partant de ce postulat-là, je me dis... Allons-y, prenons cette Assemblée nationale et nous verrons ce qui se passera. Je vous assure que quand les enquêtes parlementaires vont commencer, les gens qui sont autour dans sa sphère verront qu'ils sont lâchés parce que finalement ils se rendront compte qu'il n'a pas de pouvoir. Ce sera une première en République gabonaise, oui, ce sera une cohabitation. Ah oui, ce sera une première. Ce serait une belle première. Et je pense que là, vraiment, le Gabonais s'impliquerait en politique, se rendrait compte que c'est important de s'impliquer en politique. Et vous verrez, de façon insidieuse, le taux de participation de l'élection présidentielle de 2023 sera très élevé. Si nous sommes remarquables, si nous sommes exemplaires dans la politique que nous allons mettre en place ces 5 prochaines années. D'accord. On espère que le PLC va présenter aussi des candidatures sur les 143 sièges ou... Mais bien sûr que non, c'est pas possible. Alors comment ça va se passer avec l'opposition? Le PLC n'a pas d'ancien hiérarque du PDG, d'ancien transfuge du PDG dans ses rangs, et il n'en veut pas, bien évidemment. Vous comprenez que c'est ceux qui auront un peu plus de moyens qui vont... Oui, bien sûr, mais ça va changer. Le PLC aura une petite représentativité. Si les Gabonais, j'ai failli dire si Dieu le veut, mais je préfère dire si les Gabonais le veulent. Je préfère dire. Déjà au sein de l'opposition, on a l'impression qu'il y a des soupçons de faux opposants, oui, mais pas pour alors, pas dans le comment cas ça va se passer alors Pas dans le cas du. Pour occuper les 143 sièges, il faut bien compter avec les autres partis de l'opposition. Comment ça va se passer? Moi, vous savez, Monsieur Patrick, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que pensent les partis traditionnels d'opposition. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent mes compatriotes que je côtoie au quotidien. Ce n'est pas en restant dans des bureaux à se concerter entre membres de l'opposition que nous ferons sortir de là quelque chose d'intéressant. Il faut être au contact des gens. Il faut avoir des échanges francs comme celui que nous sommes en train d'avoir. Je constate avec les différents auditeurs que vous avez. Je pense qu'ils constatent la force de l'argument que nous échangeons et non l'argument de la force. Nous sommes en train de discuter, d'échanger en toute sincérité. Il y a des choses que je peux dire qui peuvent plaire, d'autres qui peuvent déplaire, et vice-versa. On a un auditeur qui nous dit « Désolé, mais votre discours ressemble à ceux des opposants qui ont traversé. Je suis désolé de vous dire que vos propos ressemblent à celui de votre ex-président. » Mais j'ai envie de lui dire qu'il vienne en politique, et on verra ce qu'il a à proposer. Moi, je ne propose ce que j'ai à proposer avec mon cœur et mes convictions. Je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. Donc mon discours, non, je vous dis, c'est complètement faux ce que vous dites. Mon discours ne ressemble pas à celui de telle ou telle personne. J'ai une identité propre et voilà. Voilà. Nous arrivons progressivement au terme de cette émission. Il nous reste 7 minutes. Juste rappeler qu'il y a des messages qui continuent d'arriver. Bonsoir encore. J'aimerais connaître à quand la libération des prisonniers politiques. Je meurs d'envie de les voir libres. Signé Monsieur Émile Denzaillon. Monsieur Émile Denzaillon, moi je vous dis, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas ami d'Ali Bongo pour savoir à quand la libération des prisonniers politiques. Donc votre question n'a même pas... Est-ce qu'il n'y a pas un combat pour essayer de... Mais est-ce que M. Émile Denzaillon lui-même fait un combat pour ça? Il est spectateur, j'imagine. Spectateur de la vie politique, bien sûr. C'est un peu dur quand même, monsieur. Non, je suis dur. Il faut être dur. Il faut être dur parce que c'est de notre responsabilité à tous. Alors M. Émile ne peut pas se permettre de venir dire à quand la libération. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Tu sais, messieurs, ces gens sont en prison. Moi, la seule personne qui m'intéresse en prison, c'est M. Hervé Mombo. C'est pas des anciennes stars du PDG, non. Moi, c'est Monsieur Hervé Mombo, qui est un père de famille, qui est en prison, qui est un activiste, un résistant, un patriote. C'est son cas qui m'interpelle. C'est le cas des anonymes. C'est pas les superstars transfuges du PDG qui sont en prison qui m'intéressent. Donc, je fais ce que je peux faire à mon petit niveau, mais je demande à Monsieur Émile aussi de faire ce qu'il peut faire à son petit niveau. Voilà. On a un auditeur, monsieur, faites, alors je comprends pas bien le message, faites une base de données
et faites Gabon News me faisant circuler régulièrement des audios via WhatsApp. Je comprends pas le message. Désolé, cher auditeur. Je sais pas si John qui est... Il doit être au volant peut-être. Ah d'accord, justement. 06 21 91 16, on arrive progressivement à la fin de cette émission. On a un auditeur qui nous envoie un message. Non, un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, alors, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour. Oui, c'est monsieur Igor. Ah, monsieur Igor. J'aimerais poser une question à l'invité. Monsieur Nguema. Monsieur Nguema, quand il sera, après les élections qu'il est élu député du premier arrondissement, comme il dit, quel sera son combat pour le transport urbain au Gabon? Déjà qu'on sait qu'il n'y a pas de décision, tout le transport est dans les mains de nos frères étrangers. Quel sera votre combat? Merci. Je rappelle que cet auditeur, c'est un auditeur fidèle de notre émission de midi et c'est un jeune Gabonais qui fait taxi à Libreville. C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question et je répondrai très sincèrement, il y a énormément de choses à faire pour le transport urbain au Gabon. Je vous prendrai un exemple. Je trouve inadmissible que le budget du ministère de la Défense soit supérieur à celui du budget du ministère du Transport, ou à celui du ministère de la Santé, ou à celui du ministère de l'Éducation nationale. Alors, effectivement, le budget du ministère du Transport, dans l'état actuel des choses, ne permet pas le développement du transport public dans notre pays, mais aussi privé. Parce que si vous dites que le monsieur est dans le transport privé, je pense qu'il doit y avoir un véritable accompagnement qui doit se faire au niveau des jeunes Gabonais, enfin même pas des jeunes, des Gabonais qui sont dans le transport privé. Pourquoi? Parce que comment voulons-nous développer notre société si effectivement, dans les faits, certaines catégories d'emplois appartiennent à certaines communautés. Ce n'est pas possible. Le Gabonais ne peut pas continuer à être lésé en permanence dans tout et pour tout. Le secteur du transport privé n'appartient pas aux Gabonais, nous le savons tous. Le secteur, par exemple, je ne sais pas, de la pêche dans notre pays n'appartient pas aux Gabonais. Nous avons plus de 800 km de côte, mais nous payons le kilo de poisson à 4500 francs. C'est totalement inadmissible. Voilà. Monsieur Nicolas Nguema, il nous reste 3 minutes encore. On va peut-être prendre le dernier auditeur et lire les derniers messages qui sont arrivés. Et vous allez faire une conclusion. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais poser une question à mon grand frère Nicolas Nguema. Bonsoir. Dans le cadre de la Nouvelle République, de la coalition de la Nouvelle République, ne serait pas utile pour lui ou encore plus judicieux de se mettre suppléant de Madame Chantal Miboto qui sera candidate aux législatives au premier siège du premier arrondissement? C'était ça ma question. D'accord, voilà. Pourquoi ne pas se ranger derrière déjà un dinosaure de l'opposition? Alors je vous taquine un tout petit peu. Alors bon. On va prendre le dernier auditeur peut-être, parce que vous allez faire une conclusion. Oui. En 1 minute. Bonsoir. Très rapidement. Monsieur Mike. Alors, oui. Dans le domaine justement des activités et les différents domaines de l'économie gabonaise qui sont prises en grande partie par les étrangers. Je crois que monsieur Nicolas Nguema a déjà dû voyager et il sait parfois ce qu'on pense des Gabonais à l'étranger, que nous sommes xénophobes. Alors je ne sais pas se baser sur quoi, alors que il y a plein d'étrangers au Gabon. Et comment faire pour reprendre les secteurs économiques sans que l'on soit encore taxé de xénophobes? Voilà, d'accord. Vous pensez que c'est faisable très rapidement? Merci beaucoup. Voilà, donc monsieur Nguema va répondre 2 questions et il va conclure en même temps. Alors, je répondrai premier intervenant concernant mon potentiel adversaire à cette élection législative. Monsieur, moi, le nom de mon parti s'appelle Pour le Changement.
Et je tiens à insister sur changement. Alors, si pour vous, le changement peut se faire avec mon adversaire, libre à vous. Mais je ne le pense pas. Le changement ne se fait pas avec des dinosaures. Je ne suis pas archéologue. Le changement peut se faire avec un jeune compatriote à vous, qui a des idées, qui met ses moyens au service de la cité. Et je pense que nous devrions sortir de ces petits complexes personnels qui font en sorte que dès qu'on entend un nom, on doit se mettre à genoux. Je pense que nous valons mieux que ça. Et pourquoi le cas inverse ne serait pas possible? À savoir que la personne que vous m'avez citée soit mon suppléant. J'aurais peut-être pu l'accepter. D'accord. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et se ressaisir aussi. On a un dernier message pour boucler l'émission. Dernière question. Avec près de 70% de la population ayant moins de 30 ans, M. Nguema peut s'exprimer dans un langage de jeunes. Voilà. Est-ce qu'il peut s'exprimer dans un langage de jeunes? On a non plus d'appels, s'il vous plaît, chers auditeurs. Nous sommes au terme de l'émission. Pour l'instant, je trouve que le candidat doit faire des efforts dans ses réactions. Sinon, du courage et bonne chance à lui. Voilà. Merci. Alors, je vais répondre à la question de tout à l'heure, la question du monsieur sur la reprise d'activité économique par des Gabonais. Donc, ça s'appelle tout simplement de la gabonisation. La gabonisation de certains secteurs d'activité est tout à fait faisable. Je vous prendrai l'exemple du monsieur qui a parlé du transport. Il faut qu'on mette des mécanismes en place pour favoriser l'emploi chez les jeunes Gabonais dans certains domaines. Par exemple, donc on parlait tout à l'heure du transport. Effectivement, par exemple, lorsqu'un jeune Gabonais veut avoir un taxi, il ne peut pas payer le même prix que un étranger. Moi, j'ai fait mes études au Canada. Excusez-moi, les frais de scolarité en tant que Gabonais et en tant que Canadien étaient différentes. Il n'y a aucune xénophobie là-dedans, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle des protections, des barrières de protection. Donc, quand j'ai fait mes études au Canada, j'étais étudiant boursier gabonais. Un Gabonais payait beaucoup plus cher qu'un Canadien ou qu'un Français. C'est tout à fait normal. Alors, dans le domaine du taxi, par exemple, les vignettes devraient coûter beaucoup moins cher pour les Gabonais. Dans le secteur de la pêche, bien évidemment aussi, il devrait y avoir des subventions pour les PME ou les coopératives gabonaises qui se créent dans ce domaine-là. Il y a des mécanismes tellement faciles à mettre en place, des lignes budgétaires à créer au niveau de l'Assemblée, pour que les Gabonais soient favorisés dans ces différents secteurs d'activité. Et c'est en envoyant des jeunes à l'Assemblée nationale que nous pourrons effectivement mettre réellement en place ce type de mécanisme. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté l'émission chez Patrick. Monsieur Nicolas Nguema a été écouté via les www.gabonnews.com au Gabon, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Espagne et au Sénégal. Merci à tous ces auditeurs qui étaient câblés sur les 93.5 FM. On va se retrouver prochainement avec un autre invité. Au revoir. Merci, au revoir. Bienvenue chez Patrick. On est chez Patrick.